Bonjour et bienvenue à tous sur Security Data Analysis. Alors aujourd'hui on va faire la deuxième partie de la vidéo sur le provisioning. Alors précédemment nous avions vu le provisioning shell, on en était à un type de provisioning par un script mis à part, donc on avait le config.vm le config.vm.provision et on avait précisé le path de notre script shell. Aujourd'hui on va voir un autre type de provision. Donc si vous allez sur internet et que vous tapez Vagrant Provision, voilà, vous avez les différents types de provisioning, donc les différentes manières d'approvisionner votre machine virtuelle, et on a notamment le provisioning Ansible. Alors, pour les gens qui sont pas très familiers avec Ansible, donc c'est pas une technologie très compliquée à apprendre, en tout cas pour l'utilité qu'on en a besoin, mais vous avez un vidéo, vous tapez sur internet Ansible Graphic Art. Donc c'est un YouTuber assez célèbre pour ses vidéos tuto. Et vous avez la première, la mettre en place un serveur web Ansible qui dure à peu près 1 heure et qui vous explique les concepts de base de Ansible. Mais honnêtement, c'est pas il y a rien d'insurmontable avec Ansible. Donc si on revient sur le provisioning par Vagrant, on voit qu'il y a deux types de manières de faire le provisioning pour une VM avec Ansible, soit en utilisant un Ansible qui sera installé directement en local sur notre machine, soit en utilisant un autre type de Ansible qui sera le Ansible qui sera installé sur la VM. Donc nous on va voir les deux. Donc premièrement, il faut avoir Ansible installé sur notre système. Donc si vous faites euh, Ansible install, je pense que vous n'avez pas de mal à trouver quelque chose de satisfaisant. Donc voilà, je vous laisse voir. Pour les utilisateurs de Mac, vous pouvez simplement faire un brew install Ansible et le tour est joué. Donc si on revient sur notre configuration, donc je vais me baser sur la doc, hein, Ansible local. Donc en fait, il faut définir simplement le type de provisioning et ensuite appliquer le playbook. Alors, moi je vais faire la même chose, sauf que j'ai mon script qui est sur le côté. Alors, voilà, hop, je récupère simplement mon bout de code, je viens le copier, le coller, voilà. Donc on va plus faire un provisioning par shell, on va le remplacer par un provisioning de type Ansible. Alors là, notre provisioning, on lui précise un Ansible.limit à all, donc ça veut dire qu'il sera appliqué à toutes nos VM. Donc pour le moment, ça n'a pas trop d'intérêt pour nous parce que on crée qu'une seule machine virtuelle dans notre fichier Vagrant, pardon. On a un seul bloc qui définit une seule VM, mais plus tard, quand on voudra créer un cluster de VM, on va voir que dans un Vagrant file, on peut créer plusieurs machines virtuelles. Donc là, ça sera intéressant de dire que effectivement, ce playbook, on veut l'appliquer à toutes nos machines si vous voulez avoir une installation commune aux différentes machines. Alors, le Ansible playbook.yml, qu'est-ce que c'est le playbook.yml? Donc, j'ai créé un fichier qui est dans le même dossier que mon workspace first VM, on a gardé le même workspace. Donc si je veux voir mon playbook, voilà, un playbook c'est un fichier YML, donc Ansible travaille avec des playbooks, c'est un fichier YML dans lequel en fait on va définir un ensemble de tâches. D'accord? Donc ce qui est intéressant, c'est que si vous allez sur internet et vous regardez un petit peu la documentation qui est très bien faite, hein, parce que déjà Ansible c'est développé par Red Hat, donc ils sont connus pour leur sérieux, mais vous pouvez aller jeter la documentation. Si vous tapez un Ansible module sur internet, vous allez avoir tous les modules de Ansible. Je suis même d'ailleurs étonné, je ne m'attendais pas à avoir autant de modules. Donc vous avez des modules pour les systèmes apt install, vous avez des modules, donc on peut faire un CTRL F, hein, j'imagine qu'il y a aussi du Yum. Voilà, il y a déjà des modules déjà tout prêts, il y a même des modules Zabbix, hein, c'est intéressant à tester. Il y a des modules apt, il y a des modules même apk, donc pour les différentes distributions. Je suis sûr qu'il doit y avoir aussi des modules pour d'autres systèmes d'exploitation. Voilà. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que nous, on peut pouvoir faire appel au module apt, et si on regarde un petit peu de plus près notre module, donc en fait,
on définit un ensemble de tâches, d'accord? Donc, on va commencer par le commencement. Au tout début, on définit la liste des halls, la liste des hosts dans lequel le playbook va être, euh, va être appliqué. Donc, en fait, à quel ensemble de machines je vais appliquer cette installation, d'accord? La méthode, bon bah sudo, ça a pas de secret. Et ensuite, donc les variables qui vont être définies notre exemple. Donc là, j'ai pris comme exemple l'installation d'un nœud ELK quelconque. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'en fait, euh, un playbook, c'est un ensemble de tâches, essentiellement, d'accord? La tâche est définie par un nom et suivi de l'appel d'un module. Donc là, je peux voir que apt, j'ai fait appel à un module apt qui contient le update cache. Update cache, pardon. Ah yes. Donc si je retourne sur la doc, je vais voir le apt, ce qu'on me propose. Alors, je vais rechercher mon update cache. Donc on peut voir qu'effectivement, dans le module apt, il y a bien un sous-module update cache, et en fait, il suffit simplement de lire la description, et au final, il nous explique que ça revient à faire un apt get update euh, en shell classique. Donc on a différents types de modules. On peut voir aussi que les modules ont aussi des alias. Donc par exemple, j'avais eu le cas avec un apt name. Donc on peut voir que il y a un alias pour package et pkg. Donc vous allez voir, c'est on y prend vite goût. Donc premièrement, ma première tâche, je mets à jour mon dépôt de paquet. Oula, ma souris me fait un peu n'importe quoi. Voilà. Ma première tâche, je l'ai appelée update apt cache, donc je mets à jour mon dépôt de paquet sur ma machine virtuelle. Le deuxième, je l'appelle apt install list of package. Donc ça, après, c'est l'habitude de faire de l'élastique, mais je sais à peu près ce que j'ai besoin. Donc là, pour mon cas de figure, je vais avoir besoin éventuellement de Vim si je dois configurer la machine, du NetTools, et surtout du JDK pour faire tourner la machine ULK. Et donc ce qui est bien, c'est que je peux directement faire une seule ligne de commande et lister mes packages sous forme d'item. Et ensuite, j'ai un autre type j'ai une troisième tâche que j'ai appelée install my ELK version, d'accord? Et là, je vais faire appel au module shell. Donc, pareil, hein, il suffit d'aller voir la doc. Vraiment, j'insiste, la doc est très bien faite. J'ai pas, moi-même, je fais l'erreur de pas aller la consulter assez souvent, mais voilà, on peut voir qu'il y a un module shell. Vraiment, ils ont pensé à tout. Et donc, dans ce module shell, il faut préciser, par exemple, l'exécutable. Donc, change the shell used to execute the command. This expects an absolute path to executable. Donc, si je reviens sur ma tâche, vous voyez bien que je fais appel au module shell, je précise comme argument mon exécutable, je prends le bin bash, d'accord? Et en fait, je mets ma ligne shell pour installer mon nœud ELK. Donc en fait, je vais tout simplement faire un wget, pour l'exemple, sur le site élastique pour récupérer le point .deb. Et ensuite, je fais un dpkg de ce point .deb pour installer mon service. On peut voir que le playbook, on peut voir que je peux utiliser les variables. Donc si par exemple, je veux installer une certaine version de mon nœud élastique, j'aurais pu faire ça avec MySQL, MongoDB, peu importe. Comme je maîtrise mieux ELK, j'ai pris ELK pour pas m'embêter à chercher pour les autres installations, mais là vous voyez que j'ai fait appel dans l'URL, j'ai mis en place mon templating pour appeler ma variable. Donc on peut reconnaître que c'est du templating Jinja. Je sais pas comment on peut le prononcer. Ça s'écrit en tout cas Jinja. Je crois que c'est écrit comme ça. C'est du templating de variables qui est très utilisé. Donc, du coup, on peut voir que ça appelle à ma version 7.3.0. Et enfin, j'ai un dernier module dans lequel j'installe tout simplement mon service. Donc, vous avez compris que si je vais dans la doc et que je recherche le module service, je vais avoir un module service qui va m'expliquer tous les paramètres. Donc là, je lui dis que c'est le module élastique, je veux le démarrer, et en même temps, je veux faire un enable. Comme ça, à chaque redémarrage de ma machine virtuelle, mon service élastique va se lancer. D'accord? Donc, je vais faire un vagrant. Pardon, excusez-moi. Je vais faire un vagrant up.
Et là, normalement, l'installation de la machine va s'exécuter. Donc, je vais couper juste le temps de l'installation et puis je vais reprendre par la suite. Donc, l'installation s'est terminée. Étant donné que mon nœud élastique par défaut, quand vous installez Elasticsearch, le nœud se lance en localhost, d'accord? Pardon. Et donc, pour pouvoir tester, on est obligé de se connecter à la machine. Donc, ce que je peux faire un Vagrant SSH. Je vais juste noter, juste vérifier le numéro de... Voilà. Hop. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà sur mon petit fichier, sur ma petite fiche de pompe, j'ai déjà le... J'ai perdu le focus. Ah, voilà. Pardon. Donc voilà. Je vais faire un Vagrant SSH pour me connecter à la machine, sauf qu'en fait, je vais lui passer la commande que je veux, et puis ensuite, le SSH va sortir. Donc voilà. J'ai fait un Vagrant SSH, je lui ai passé la commande curl sur le 127, enfin sur le localhost sur le port 9002, j'ai grippé sur un JQ, et je lui ai dit, tu me sors la version .number. Parce que si vous faites pas ça, vous avez toute la sortie de la commande curl sinon. Vous avez tous les paramètres de la stack ELK. Si vous faites par exemple juste ça, pour vous montrer. Et bon, déjà, la première version suffit parce qu'on voit bien qu'on a la version 7.3. Voilà, ça vous met toute la sortie du cluster. Donc, bon, après, c'est vous qui voyez. Mais l'essentiel, c'est que le nœud élastique s'est bien installé. Donc, on a réussi à installer grâce à du Ansible local. Donc, pour pouvoir installer ce playbook, il faut avoir Ansible installé localement sur la machine physique. On a précisé une version dans le playbook. Maintenant, on peut faire autrement. C'est-à-dire que on pourrait préciser la variable directement dans le fichier Vagrant file. Donc en fait, comment faire? Il faudrait aussi regarder la documentation Vagrant, ça l'explique assez bien, mais ce qu'on pourrait faire, c'est dire, bah voilà, je vais effacer ça de mon playbook, et étant donné que j'utilise mon playbook avec Vagrant, j'aimerais directement laisser la possibilité de configurer la version à l'utilisateur, directement dans le Vagrant. Donc en fait, directement dans le Vagrant, je définis ma variable, et je définis ma version. Donc voilà pour la petite subtilité. Comme ça, il n'y a plus besoin de toucher au playbook. D'accord? Ensuite, en dernière version, on va devoir utiliser Vagrant. Donc là, on a utilisé Vagrant avec un playbook Ansible, mais avec Ansible installé sur la machine physique. Mais si vous ne voulez pas installer Ansible sur la machine physique, et que vous voulez quand même utiliser des playbooks, vous pouvez dire, au provisioning de installer Ansible sur la machine VM et de faire l'installation du playbook via le Ansible de la machine virtuelle. Donc, il suffit simplement de préciser le... Alors, je recopie un petit peu ce que j'ai sur le côté. Voilà. Il suffit simplement de rajouter ceci. Donc là, dans mon fichier, c'est pas bon parce que je l'avais appelé ans. Donc, il suffit juste de petites modifications. Hop, Ansible. Ok. Bon, la dentation est pas terrible. Bon, c'est pas grave. Mais l'idée, voilà, c'est de préciser que on veut que l'install soit true, donc il va voir comment installer il va voir justement qu'il doit installer le Ansible sur la machine virtuelle. On lui précise un mode d'installation, donc là on va utiliser pip pour utiliser Python en fait, avec du pip install. Ensuite on lui précise une version, et puis normalement, vous n'avez plus besoin d'avoir Ansible installé sur la machine physique, il va directement utiliser le Ansible qu'il aura installé. Le seul problème en faisant ça, c'est que si vous avez tout un cluster de VM, eh ben, ça va être un petit peu chronophage parce que il va devoir installer Ansible sur toutes les VM. Donc, à vous de voir en fonction de vos besoins et des restrictions. Donc voilà, c'est tout pour cette partie provisioning. N'hésitez pas à commenter, à indiquer quelques pistes d'amélioration, étant donné que c'est les premières vidéos. On se retrouve pour la troisième partie sur le réseau.